Bonjour, je m'appelle Céline Stoppa, je suis psychologue clinicienne. Mes spécialités sont le traitement du psychotraumatisme et l'accompagnement des personnes présentant des neuroatypies. Dans cette courte vidéo, je vais vous parler des neuroatypies justement et vous parler de l'intérêt de pouvoir les repérer et éventuellement accompagner les patients vers un bilan. Commençons par définir le terme de neuroatypie. En population générale, nous parlons de neurodiversité, c'est-à-dire que chaque personne est différente, unique dans son fonctionnement cognitif et au niveau de sa personnalité. Malgré ces petites différences individuelles, nous avons une moyenne de fonctionnement, une norme, de laquelle s'écartent les personnes qui présentent des neuroatypies véritables. Dans les neuroatypies, nous retrouvons le haut potentiel intellectuel ainsi que tous les troubles qui sont référencés sous le terme de troubles du neurodéveloppement. Le haut potentiel intellectuel n'est pas un trouble ni une pathologie, c'est simplement une surefficience intellectuelle, donc un facteur favorisant, soutenant pour la personne qui présente cette particularité de fonctionnement. Dans les troubles du neurodéveloppement, nous allons retrouver des troubles, cette fois-ci, qui sont référencés, et nous allons ainsi pouvoir avoir la liste suivante, donc ce que nous appelons plus habituellement les troubles 10, dyscalculie, dyslexie, dysorthographie, dyspraxie, qui ont aujourd'hui d'autres termes chacun, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, le TDAH, et les troubles du spectre de l'autisme avec ou sans déficience intellectuelle. Pour détecter une neuroatypie, il va falloir faire réaliser un bilan ou plusieurs bilans par des professionnels formés. Pour le haut potentiel intellectuel, il s'agit de faire réaliser par un psychologue ou un neuropsychologue formé un bilan cognitif, ou appelé bilan de QI, qui va permettre d'établir le type de fonctionnement intellectuel de la personne concernée. À l'issue du bilan de QI, le psychologue ou le neuropsychologue pourra confirmer la présence du haut potentiel si celui-ci est bien présent dans le fonctionnement. Le parcours bilan pour le haut potentiel s'arrête là. Pour bilanter les autres neuroatypies qui relèvent de la catégorie des troubles du neurodéveloppement, le parcours va être plus long, en plusieurs étapes, et va nécessiter, puisqu'il s'agit d'un diagnostic, la validation finale d'un médecin. Donc ce n'est pas le cas dans le cas du haut potentiel intellectuel, mais pour les troubles du neurodéveloppement, il s'agit d'un diagnostic officiel, puisqu'en plus il peut y avoir une reconnaissance de handicap à la fin si nécessaire. Donc, les différents bilans possibles vont dépendre bien sûr du trouble du neurodéveloppement que l'on suspecte. Moi, je vais vous parler essentiellement du trouble du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle qui fait partie de mes spécialités d'accompagnement. Donc là, la première partie du bilan va concerner ce qu'on appelle un bilan pré-diagnostic. Donc un psychologue ou un neuropsychologue formé va pouvoir travailler en plusieurs rendez-vous l'anamnèse, le parcours de vie et le parcours aussi scolaire, de fonctionnement cognitif, y compris actuel de la personne, au travers d'entretiens et de questionnaires, ainsi que de rencontres avec un proche. Si le bilan prédiagnostique est en faveur d'un trouble du spectre de l'autisme, ensuite une consultation auprès d'un médecin, idéalement médecin psychiatre spécialisé, va venir compléter le parcours pour pouvoir officiellement poser le diagnostic de trouble du spectre de l'autisme. Il existe un certain nombre de profils où plusieurs troubles vont coexister, on parle alors de comorbidité. Donc dans le cadre du bilan pré-diagnostic et puis diagnostic du trouble du spectre de l'autisme, le TSA, sans déficience intellectuelle, ce qu'on appelait avant le syndrome d'Asperger, il peut y avoir aussi des préconisations de bilan complémentaires, par exemple chez le psychomotricien, l'ergothérapeute, l'orthophoniste, en fonction de ce qui pourra être suspecté, trouble de l'attention ou trouble 10. Donc on voit que le parcours bilan pour le trouble du spectre de l'autisme peut être plus ou moins long en fonction des particularités de fonctionnement de la personne concernée, en fonction de son âge, en fonction de son parcours de vie et en fonction aussi de la complexité de son profil. Si le profil est plutôt simple à bilanter, tout ceci peut se faire relativement rapidement auprès de professionnels qui exercent en libéral. Si le profil est plutôt complexe, justement avec un certain nombre de comorbidités ou de compensations, parfois les professionnels en libéral n'auront pas suffisamment d'éléments pour pouvoir arriver à un diagnostic final, et à ce moment-là, une orientation en centre expert sera préconisée pour une évaluation par une équipe pluridisciplinaire. Pour terminer, la question ou la remarque la plus fréquente: dans quel but?
quel est l'intérêt de faire repérer ou diagnostiquer une éventuelle neuroatypie ou un trouble du neurodéveloppement. Certains patients ou certains proches de patients ont souvent très peur d'une étiquette qui pourrait être ensuite posée sur la personne elle-même ou sur leurs proches suite à un éventuel diagnostic. Je comprends tout à fait cette inquiétude. Néanmoins, pour moi, il est utile de faire diagnostiquer ou repérer une particularité de fonctionnement par souci d'équité. Si vous avez un haut potentiel intellectuel, vous avez de la chance puisqu'il ne s'agit pas d'un trouble. Pour autant, vous avez un fonctionnement un petit peu différent de la norme et ça peut être intéressant de le savoir de manière à pouvoir mieux comprendre son fonctionnement et surtout le décalage de fonctionnement qui peut être repéré avec les autres pour pouvoir attribuer de manière juste ces différences qui sont repérées. Si maintenant vous avez un trouble du neurodéveloppement, comme par exemple un trouble autistique, là il s'agit d'un trouble et pour moi il est essentiel que ça puisse être diagnostiqué puisqu'il faut que vous soyez reconnu dans vos particularités de fonctionnement et dans vos éventuelles difficultés pour qu'on puisse également vous accompagner correctement et mettre en place les aménagements qui pourraient vous être nécessaires. Je prends souvent le parallèle de la paire de lunettes que j'ai sur le bout du nez, pour moi c'est la même chose. Si j'ai un trouble de la vue, ça me semble évident qu'il est important que ce soit diagnostiqué correctement, finement, de manière à me proposer la paire de lunettes qui va me correspondre le mieux et qui va me permettre de fonctionner au quotidien malgré mon trouble de la vue. Le trouble du spectre de l'autisme, pour moi, c'est identique. C'est un trouble du fonctionnement au quotidien, dans la socialisation, mais pas que. Donc c'est important de pouvoir le repérer pour pouvoir ensuite mettre en place les accompagnements qui seront les plus adaptés à la personne et qui vont lui permettre de fonctionner en étant le moins impacté possible par son trouble. Et enfin, l'argument que j'ajouterais, qui est issu de ma pratique clinique, je constate que de nombreux patients qui fonctionnent avec une neuroatypie qui n'est pas détectée, qui n'est pas identifiée, vont être amenés à s'interroger parce qu'ils observent, ils constatent qu'ils ont des différences de fonctionnement avec les autres, mais puisqu'ils n'ont pas de nom à mettre sur ces différences-là, ils vont souvent se reprocher ces difficultés-là, et ça va venir impacter leur estime personnelle. Ils vont avoir la sensation de ne pas être compétents, de ne pas savoir faire, de ne pas faire assez d'efforts, alors qu'en fait, ils sont simplement en train de délimiter des éléments en lien avec leurs troubles. En plus, les troubles du neurodéveloppement, que ce soit les troubles 10, le TDAH ou les troubles du spectre de l'autisme, vont souvent nécessiter, au-delà des aménagements dont j'ai déjà parlé, des accompagnements qui peuvent supposer des remédiations, des rééducations. Et on sait que, évidemment, elles seront d'autant plus efficaces qu'elles seront mises en place précocement et durablement en fonction des besoins de la personne. Donc, à partir du moment, en tout cas c'est ma façon de fonctionner, à partir du moment où il y a une suspicion d'une neuroatypie, en particulier d'un trouble, puisque à nouveau le haut potentiel est à mettre un petit peu à part, à partir du moment où il y a une suspicion de neuroatypie, pour moi, il est toujours intéressant d'aller recueillir l'avis d'un professionnel compétent et éventuellement d'aller jusqu'au bilan pour pouvoir clarifier le profil de fonctionnement de la personne, pour pouvoir identifier finement ses forces et ses fragilités, identifier ses besoins et lui permettre de mettre en place ce qui sera nécessaire pour fonctionner le plus simplement possible. Pour rappel, les troubles du neurodéveloppement peuvent en plus être reconnus comme des handicaps et peuvent, une fois le diagnostic officiel posé, ouvrir un certain nombre de droits qui vont permettre, dans le cadre de la scolarité, dans le cadre de l'emploi et dans le cadre des différentes prises en charge, un certain nombre de possibilités et d'aides, notamment financières, mais pas que. Donc c'est aussi intéressant pour cette raison-là de pouvoir faire simplement reconnaître un handicap s'il y en a un. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé, vous aura aidé à cheminer. Si vous êtes un patient, évidemment, cette vidéo ne peut pas s'adresser à vous directement. Je vous invite bien sûr à vous rapprocher d'un professionnel de confiance, que peut-être vous connaissez déjà, ou d'un professionnel de confiance qui pourrait vous être indiqué par éventuellement votre médecin généraliste pour pouvoir avoir un avis extérieur et professionnel. Et pour les professionnels qui ont regardé cette vidéo et qui seraient intéressés pour aller un petit peu plus loin, bien sûr que les formations et les supervisions sont là pour ça. Je serais ravie de vous retrouver en formation si vous le souhaitez. Toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin pour en savoir un petit peu plus sont disponibles sur mon site internet et également sur le site d'Oya Formation, organisme de formation dans lequel j'interviens en tant que formatrice. Merci de m'avoir écouté.